Voilà, alors on est parti, donc merci beaucoup à tous, bienvenue. Donc on est sur ce 5e Café UX qui va traiter de site internet et puis de voir comment est-ce qu'on fait pour avoir un site internet qui soit rentable, qui puisse servir ses objectifs. Et pour ça, donc on a invité euh, Christophe Thiel, qui est donc responsable de l'agence Bluebot. Moi, je te laisse te présenter, Christophe, vas-y. Et ben voilà, tu as tout dit. Bonjour à tous, effectivement, Christophe. J'ai fondé Bluebot en 2004. Et au niveau de Bluebot, en fait, on est présent sur Mulhouse et sur Strasbourg. Nous sommes une équipe de 10 personnes et on est effectivement spécialisé. Alors, je crois qu'il y avait une slide après, donc je ne vais pas tout de suite tout dévoiler. Mais j'interviens également. Je suis également fondateur d'un événement qui s'appelle l'e-Rep Day. Qui est sur les bons retours d'usage au niveau du web. On fait ça une fois par an. Alors, cette année, il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être l'année prochaine. On verra. Voilà. Et puis voilà pour ma présentation rapide. Et après, je reviendrai sur un peu plus en détail Bluebot puisqu'on a un slide spécifique. Tout à fait. Et donc, pour co-animer, voilà, Pierre, d'Impact Positif, voilà, un des cofondateurs, donc d'une structure qui est spécialisée dans l'expérience utilisateur, dont on parlera un petit peu plus après. Alors, si tout au long de cette présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter. Alors, sur papier, si vous préférez papier, mais sinon, vous pouvez aller dans le petit onglet Activité, là, qui ressemble à un triangle, un carré, un rond. Et il y a une partie des questions. Vous pouvez poser des questions, puis à la fin, on regardera les questions. Vous pouvez aussi, je ne sais pas si ça se dit, mais plus soir des questions qui ont déjà été posées, donc on rajoute un petit plus dessus. Voilà pour ça. Et donc, on aura un temps à la fin de questions-réponses, évidemment. Donc, un bac positif, très rapidement, on fait du UX design. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est faire améliorer l'expérience, le vécu des personnes quand ils utilisent un service ou un produit numérique. Et donc, voilà, on est divisé en deux pôles de compétences, avec des gens qui sont plutôt spécialisés sur le design de service, donc améliorer le parcours de l'utilisateur quand il est en interaction avec une marque, un service, une structure, et un pôle de compétences sur le design numérique, donc avec vraiment une forte compétence en ergonomie des interfaces, architecture de l'information, pour que les logiciels et les applications, les sites internet de nos clients soient le plus intuitifs, le plus ergonomique, donc le plus facile à utiliser, le plus compréhensible, et puis le plus efficace et performant possible. Voilà. Et donc, on est une équipe de 6 personnes basée à Strasbourg et on a 5 ans d'existence. C'est à moi. Donc effectivement, Bluebot, on est une agence qui aide les entreprises à gagner et ou à économiser durablement de l'argent grâce au web. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, depuis 2004, avec l'expérience, se s'est rendu compte que souvent les entreprises sont perdues par rapport au web. Et nous, l'idée, c'est de dire, en fait, on n'a rien à vous proposer. On a tendance à dire qu'on fait rien chez Bluebot, mais c'est plus que nos clients viennent nous voir et nous disent voilà, j'ai une problématique avec le web, soit défensive, donc sur de la partie réputation par exemple, de la collecte d'avis, des mauvais avis, de la relation client online, ou alors je veux générer plus de contacts et plus de clients grâce au web. Et à partir de là, en fait, on arrive avec une proposition un peu comme un maître d'œuvre. Vous allez voir un maître d'œuvre pour construire votre maison. Ben, nous, c'est à peu près la même chose par rapport au web. On n'a pas de réponse prédéfinie parce on se rend compte qu'en fait, l'UX, par exemple, c'est un métier. Et Pierre est là va le prouver et est là pour le prouver. En fait, l'UX, c'est pas notre métier et on préfère s'appuyer sur l'équipe d'impact positif qui est expert, mais par contre dans une cohérence globale pour notre client et qu'on ait une stratégie globale pour notre client. Donc voilà, on a un positionnement un petit peu original qui est le positionnement d'un maître d'œuvre. Voilà, et on accompagne des entreprises de toute taille. Ça va d'une start-up qui se lance et qui a une idée dans son coin sur les registres de sécurité, voilà, pour donner un exemple concret, jusqu'à des entreprises qui vendent des fenêtres dans toute la France et qui est un des leaders et qui sont des leaders au niveau européen. Voilà. Donc voilà pour vous donner. Et pour être complet,
On vient de lancer parce j'en parle, on l'a lancé hier. En fait, on s'est rendu compte que Bluebot en avait une petite expérience quand même sur certaines notions comme la rédaction web et les médias en ligne. Et donc, on a lancé 3 médias. Un qui s'appelle Working Life, qui est un média qui aide les professionnels à trouver, aménager, équiper et animer son lieu de travail. On en a un autre qui s'appelle Guide Vélo, comme son nom l'indique, c'est sur le vélo. Et un autre qui est Mon Guide Maison, qui est sur tout ce qui est l'aménagement de la maison. Voilà, donc, et la rénovation. Voilà, pour être complet. Parfait, merci Christophe. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que on a envie de vous donner des conseils et puis de vous parler un peu de l'expérience qu'on a sur comment dire, l'intérêt d'avoir un site internet et puis de faire en sorte que ce site internet vous serve et vous rapporte quelque chose, soit rentable. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi on fait un site internet. C'est vrai que moi j'ai des fois des clients, je ne sais pas si toi Christophe c'est pareil, mais ils ont un site juste parce que les concurrents en ont un et qu'ils se disent il faut absolument qu'on ait un site, mais sans se poser la question de la raison d'être du site, quoi, de l'objectif qu'ils mettent derrière. Ouais. Ça Mais en fait, arrive encore. ouais. Oui, oui, mais puis je pense qu'il y a aussi des entreprises qui sont là depuis plus longtemps encore et qui ont des sites web depuis très très longtemps. Qui ont Ouais, quand je dis très longtemps, c'est 7-8 ans un site web, de se dire mais ouais, j'ai un site web quoi. Ok, mais la ouais, question c'est c'est ça. pourquoi en fait il faut avoir un Ouais, site web. c'est ça. Exactement. Alors, un site web, c'est quoi? C'est donc des visiteurs, hein, d'accord? On va leur proposer donc, une expérience de visite sur le site. Ils vont pouvoir naviguer entre les pages. Mais il faut que ça serve quelque chose, il faut qu'il y ait un intérêt, que ça serve à un objectif. Et il peut être pluriel, il peut être. Voilà, on va essayer de vous montrer différents exemples des différents objectifs qu'on peut mettre derrière un site. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, le site web, c'est juste un moment dans un parcours global, parce que la personne, vos utilisateurs, vos visiteurs de site, en fait, ils ont un besoin, ils sont en train de faire une recherche peut-être, ils sont en train de peut-être vouloir faire appel à vos services ou d'acheter les produits que vous vendez ou autre. Mais en fait, le moment où ils sont sur votre site internet, c'est juste un moment spécifique dans leur parcours, qu'on appelle voilà, parcours global ou l'expérience globale de l'utilisateur par rapport à son besoin à lui. Je veux acheter des chaussures, je vais d'abord faire des recherches sur Google, je vais exprimer mon besoin en disant voilà, j'ai envie de sneakers qui sont éco-conçus ou éco-responsables, j'en sais rien, mais pas blanches, j'en sais rien. Voilà. Donc je vais exprimer mon besoin, je vais faire une recherche, je vais peut-être en parler autour de moi, bref, je vais passer par différents canaux. Je vais faire mes recherches spécifiques en trouvant différents magasins, différents sites internet. Je vais un peu comparer, je vais découvrir à ce moment-là peut-être votre produit, votre magasin, votre e-commerce. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais aller sur le site pour le visiter, voir vos fiches produits, voir les tarifs que vous pratiquez. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais me dire, ah tiens, voilà, je suis convaincu, je vais passer à l'achat. Alors voilà, je donne un exemple d'achat, mais ça peut être, selon votre objectif, peut-être m'inscrire à un nouveau média. Christophe en parlait, je pense que l'objectif de vos sites là, de médias, c'est de générer du trafic pour vendre ou faire de la publicité ou créer une communauté ou je ne sais pas, enfin voilà quel est l'objectif derrière, mais je pense que c'est d'être un peu ça. Ou gagner Bref, de il y l'argent. a, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, il y a une action qu'on va attendre de l'utilisateur et que lui peut-être va vouloir faire selon ses besoins et selon ses enjeux à lui. Et après, il va recevoir son paquet avec les chaussures quelques semaines après. C'est la résolution. Donc ça, c'est le parcours global. Et puis en fait, le site, on voit, c'est qu'une petite partie. Et il y a deux éléments super importants, enfin deux choses qu'il faut prendre en compte pour réussir à faire en sorte d'arriver au bout. C'est qu'il faut générer du trafic, il faut faire en sorte que les gens puissent vous trouver et aillent sur votre site. Pour qu'ils visitent le site, voilà, il faut faire venir des gens dessus, il faut du trafic. Et pour que les gens passent à l'action et puis soient satisfaits et résolvent leurs besoins, il faut convertir un visiteur en acheteur ou en adhérent ou peu importe ce que vous voulez transformer. Bon, en tout cas, il faut le convertir. Et donc, en fait, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est de ce mix entre trafic et conversion, sans lesquels, finalement, le site, c'est un peu comme trop souvent un cul-de-sac, déconnecté du parcours global ou alors quelque chose qui est finalement inutile et pas rentable. Je vais peut-être juste rebondir sur la slide juste avant. Vas-y. Et c'est même encore la slide qui était juste avant. Attends, je reviens. Ouais, celle-ci.
En fait, on a donné la notion d'objectif, on le met en troisième, mais au final, je pense qu'il faut se le poser au départ Bien et sûr. directement se dire c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est effectivement de la visite du site? Est-ce que c'est découvrir qui je suis et donc avoir un site vitrine? Est-ce que c'est avoir une action derrière d'achat? Est-ce que voilà, quel va être l'objectif? Souvent, on se rend compte que si vous allez voir une agence web, forcément, ils vont vous proposer un site web. Ben, c'est logique, ils ont des sites web à vendre. Mais si vous, c'est pas forcément votre besoin, votre parcours client n'est peut-être pas celui-ci. D'où l'importance, effectivement, et c'est des slides ensuite qui vont être le parcours client et se poser les bonnes questions par rapport à ça. Euh, on voulait faire un focus et je trouvais que c'était important de faire un focus sur ce sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet élément, mais ça, c'est le parcours client comme vous l'aviez allez, il y a 10 ans, même un peu avant 10 ans. En fait, vous avez une publicité qui vous arrivait et on avait un stimulus. Donc, j'ai quelqu'un qui m'en parle, peu importe, un ami qui me parle d'un produit, je vois un produit à la télé, je vois un produit dans un magazine, peu importe. À l'époque, c'était ça. Donc, à ce moment-là, je me disais, mais je prends le cas le plus simple, hein, une voiture. Je vois cette voiture, ok, je vais aller dans la concession et je vais aller me renseigner sur cette voiture. Donc, j'allais voir un conseiller et ce conseiller allait me donner toutes les informations pour que je puisse acheter ce produit. C'était son objectif. J'achète ce produit. Et il y a le second moment. Alors là, on avait le premier moment de vérité, c'était le contact avec le vendeur et le contact avec la marque ou le produit. Mais par contre, après, le second moment de vérité, c'était le moment de l'utilisation. C'est-à-dire que je reprends cette voiture, je vais chez moi, je l'utilise réellement. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai le second moment de vérité. Déçu ou pas déçu, mais en tout cas, j'ai l'utilisation. Ça, c'était avant. Et bien entendu, hop, si je passe comme ça, c'est bon. Ouais. Et maintenant, ça se passe comme ça. Il y a le zéro moment of truth, zero moment of truth, c'est le ZMOT. C'est un vieux concept hein, qui est né avec le web, bien entendu. En fait, le zéro moment de vérité, c'est le moment où effectivement j'ai encore, alors, je montre sur mon écran, mais ça ne sert à rien parce que j'ai la souris, mais ça ne sert à rien. J'ai le stimulus qui va arriver. Donc, on a toujours quelque chose qui peut être une pub sur les réseaux sociaux. Peu importe, on a une information qui nous est arrivée et on nous donne envie d'aller acheter ce produit ou s'intéresser à ce produit ou cette marque. À partir de là, il n'y a plus directement je vais en magasin, il y a forcément je me retrouve face à tout ce qui est dans le rond vert, qui est où l'internaute se retrouve seul face à son écran et va commencer à avoir des informations qui vont lui arriver et que lui va rechercher. Il va faire des recherches d'informations sur Google, bien entendu. Il va lire des essais, des témoignages sur ce produit. Il peut même lire des avis sur ce produit. Il peut regarder des vidéos sur ce produit. Il peut aller demander à des communautés. Alors avant, il y avait les forums de discussion qui existent encore un petit peu, mais de moins en moins utilisés. Mais on va avoir les groupes, par exemple, sur Facebook. Peu importe. On a quelque chose qui va, ou ça peut être dans son environnement très spécifique, dans un WhatsApp ou un groupe WhatsApp. Peu importe. Il demande à sa communauté. Tout ce moment-là fait qu'il doit se faire une idée sur votre produit. Et c'est à ce moment qu'il va se dire, est-ce que je franchis le cap de l'acheter ou d'aller voir un vendeur ou voilà. Et à ce moment-là, il va effectivement, on imagine, on va aller au bout, il va aller dans le magasin et il va venir acheter le produit. Ce qui potentiellement fait qu'il en connaît beaucoup plus enfin, en tout cas, il a l'impression d'en connaître beaucoup plus que le conseiller ou le vendeur qui est en magasin. Et c'est à ce moment où effectivement, il va pouvoir acheter le produit et il y aura toujours ce second moment de vérité qui sera l'utilisation que lui s'en fera. Mais ce qui veut dire que lui, potentiellement, il peut aussi alimenter le SMOT pour d'autres. Voilà pour un parcours client et cet élément du SMOT. Si vous l'avez en tête, et pourquoi on le présente nous aussi, ce point-là, c'est parce qu'en fait, le moment où il est seul face à son écran, il va retrouver des informations qu'on lui donne et c'est pas vous qui les maîtrisez. À vous de vous organiser pour que ce soit vos informations qui ressortent. Une vidéo d'utilisation, des avis clients. Je vais prendre un exemple très simple. Les restaurateurs se plaignent. Alors, je sais pas qu'il n'y en a pas dans l'assistance, mais les restaurateurs se plaignent toujours en fait qu'ils ont des mauvais avis sur TripAdvisor.
Quand vous posez la question à la plupart des personnes, enfin des restaurateurs, vous leur dites, OK, tu as 2 sur 5 au niveau de tes avis. Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un de te poser un avis positif sur Google? On va prendre Google My Business ou Google Profile, vous l'appelez comme vous voulez, ou Google Profil. Bref, vous m'avez compris, fiche établissement. Je risque de dire GMB tout le temps, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne demandent pas. Donc forcément, vous avez 95% de vos clients qui sont satisfaits, mais 5% parlent. Et c'est les 5% qui sont mécontents. Bah, demandez aux 95% qui sont satisfaits de donner leur avis sur le web. Voilà, pour vous donner un exemple de remontée et pour enrichir la partie verte de ce Zoom. Et ça rejoint tout à fait le côté expérience utilisateur. Quand on vit une mauvaise expérience, il y a une étude qui montre que 80% des gens qui vivent une mauvaise expérience la partagent. Donc on en parle autour d'eux, ou font des avis, alors que c'est pas le même cas quand ils vivent une expérience positive. C'est clairement pas. Je crois que c'était à l'époque, on disait toujours, alors c'est un vieil adage, hein, on va dire, de la relation client. C'est un client satisfait en parle trois autour de lui, trois personnes autour de lui. Un client insatisfait va en parler aux 10 ou 11 autour de lui. Ouais, Donc, voilà, clairement. Euh, En fait, après, j'ai essayé d'aller un peu plus loin sur la représentation de ce parcours client et cette expérience d'achat. En fait, vous allez retrouver la première étape qui est j'ai un besoin en fait, et ce besoin, c'est ce stimulus qui va faire que j'ai ce besoin ou inversement. Mais en tout cas, j'ai un besoin. Vous l'avez compris, il y a le moment de recherche d'information, c'est le zero moment of truth, donc le ZMOT. Mais il n'y a pas que un moment de vérité. En fait, une fois que j'ai ce moment de vérité et j'ai ce zéro moment de vérité, pardon, je vais arriver sur un choix du canal. C'est-à-dire, est-ce que je décide d'aller directement en magasin? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que je suis en expérience sur mon site, sur un site web? Là, on est déjà sur deux points différents. C'est-à-dire que dans votre objectif, c'est est-ce que vous voulez générer du trafic vers votre magasin ou vers votre site web? Ça, c'est le premier moment de vérité. Parce que l'objectif de ce premier moment de vérité, c'est qu'il passe par l'expérience magasin ou l'expérience site web, et on pourrait complexifier. Hein. Il peut passer par le site web, repasser par le magasin, et il achète. Hein. Et inversement. Mais on va faire simple aujourd'hui. Il va acheter. À partir du moment où il a acheté, il se retrouve dans le actual moment of truth. C'est le moment où en fait il va être dans l'utilisation de son produit. L'utilisation, mais par exemple, si vous achetez des fenêtres, je vais prendre cet exemple tout à fait par hasard. Si vous achetez des fenêtres, la première étape, ça va être la livraison. Et la livraison est un élément clé également de votre parcours d'achat. Parce que si vous avez acheté et vous en avez eu pour 10, 15, 20 000 euros d'achat de produits, bah, la livraison qui va se faire un peu tardivement, bah, elle peut être problématique. Donc, ça, on a aussi ce point de moment de vérité. Et on a après l'utilisation. Donc là, je commence à utiliser le produit réellement, j'ouvre, je ferme mes fenêtres, voilà. Et donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, eh ben, je vais me retrouver sur la partie qui est les plaintes, le SAV, la demande d'aide, mais également possibilité de faire du réachat, de la recommandation, de l'achat complémentaire. Là, on voyait en fait en termes de points de contact, on a vraiment des points importants. Et une fois que j'ai utilisé et que je suis content ou que je suis pas content, mais que ça s'est bien, il y a eu une bonne prise en compte de mes plaintes, ben on va pouvoir faire un partage d'expérience. Et donc là, on arrive sur l'ultimate moment of truth. Donc c'est aussi un point de contact et un point important pour vous. Et on reboucle avec la recherche d'informations puisque le partage d'expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure, va alimenter la recherche d'infos. En fait, vous voyez qu'il y a plusieurs points de contact, plusieurs points de moments de vérité en fait dans votre expérience d'achat, et ça, il faut le maîtriser absolument. Et si vous essayez de le faire pour vos clients ou pour vous-même, si vous êtes une marque, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne pense en termes de recherche et d'expérience d'achat. Alors, on vous a fait une version un peu plus encore. On est revenu à quelque chose d'un peu plus simple, Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi le schéma que tu as montré avant. Effectivement, on pourrait rajouter plein d'autres bulles. Peut-être qu'on ne Ouais, peut pas générer du trafic en magasin ou sur les sites, mais des appels à quelqu'un ou je sais pas, complètement. participation à un événement, peu importe.
Et c'est déjà complexe comme ça. Et puis le site, c'est qu'une partie de ça. Et c'est justement vraiment là-dessus qu'on insiste. Mais en fait, ce que l'on veut démontrer là aujourd'hui, c'est que le site web, ce n'est pas une finalité, le web n'est pas une finalité, et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où effectivement euh, le côté euh, le côté parcours client maîtrisé vous permettra effectivement de vous renforcer et surtout de voir où ça ne marche pas. Parce qu'à partir du moment où vous avez ces moments de vérité, ça veut dire que vous avez vos indicateurs et vous avez vos objectifs. Et vous savez, on verra après sur un funnel, enfin un tunnel de transformation, vous le verrez après. En fait, on est capable après d'analyser et de se dire est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon. Et on revient sur des statistiques, hein. Ça peut être aussi cette partie. Alors, on n'est pas encore là, mais juste pour si on a un acte d'achat vu, alors je pense que c'est le titre, j'ai dû mettre une bêtise. Pourquoi j'ai mis vu du côté client, je ne sais plus. Si effectivement, pardon, l'acte d'achat vu du côté client, donc si on se met de son côté à lui, il a un stimulus, il va faire sa recherche d'informations et il va commencer à se dire, bah, ok, j'ai mes infos, maintenant je vais contacter des professionnels. Donc je vais en choisir deux, trois. Je vous donne juste une info dans le domaine de l'artisanat, aménagement de la maison. Plutôt, on va faire plus, c'est plus large, c'est aménagement de la maison. Le nombre de devis qui sont réalisés pour pouvoir choisir dans le domaine des fenêtres. Je vais prendre les fenêtres. Le nombre de revendeurs que je vais contacter, donc de poseurs que je vais recontacter pour avoir mes fenêtres, c'est 2,2 devis avant de choisir. Donc c'est pas beaucoup en fait. Ça veut dire qu'en fait, si vous ne sortez pas dans les trois premiers qui vont être contactés, vous avez très peu de chances d'être dans la short list. Donc là, l'objectif, c'est d'être dans cette short list et cette sélection de professionnels. Une fois qu'il a sélectionné les professionnels, le professionnel fait son travail, il va faire son devis, et son devis, et à ce moment-là, il y a l'achat et la signature. Donc ça, c'est bon. Ça, après, c'est au vendeur de faire. Mais effectivement, il y a encore ce risque de livraison et de pose des fenêtres, par exemple. Là, on était dans le cas des fenêtres. OK, j'ai acheté, je vais avoir ma livraison et ma pose de fenêtre. Et le point important, c'est d'arriver au dernier coup de silicone. C'est OK, il n'y a plus rien tout est bon, tout elle est posée. Mes fenêtres, je peux vivre avec mes fenêtres. Sachant que les fenêtres, si vous réfléchissez bien, pour vous montrer quelque chose d'assez, on connaît tous. En fait, les fenêtres, en fait, vous les achetez, vous les faites poser. Le seul moment où vous vous en rappelez, c'est quand il y a un problème, hein. C'est pas quand vous l'ouvrez au quotidien, c'est vraiment quand il y a un problème. Donc, il faut effectivement que à ce moment-là, tout soit bon et donc que le SAV soit efficace parce que c'est à ce moment-là où vous allez avoir la partie recommandation et avis. Donc voilà, là, c'est quelque chose d'assez simple. Là, on peut travailler. Par-dessus ça, vous pouvez venir mettre des personas, bien entendu. Vous pouvez aussi vous dire, mais comment réagirait une personne de 25 ans? Comment réagirait une personne de 60 ans? Ça ne sera pas les mêmes réactions, ce ne sera pas les mêmes outils utilisés, mais à prendre en compte, à prendre en compte. Et ça, ce cheminement-là, vous pouvez l'utiliser, vous, dans vos business respectifs. Et je voulais Alors, Pierre en a un petit peu parlé. Il y a un point qui est très important, et parce qu'on parle du web, mais il y a quelque chose qui est en train qui ressort de plus en plus, et on le voit nous sur la visibilité, mais surtout les points de contact. Le téléphone est redevenu un point de contact très très important dans le domaine. Alors nous, on travaille beaucoup dans l'aménagement de la maison, donc forcément, on travaille avec des fabricants, que ça soit dans le domaine des pergolas, des fenêtres, que ça soit dans le domaine des portes de garage. En fait, on se rend compte qu'il y a une augmentation d'appels d'appels émis par les futurs clients ou les prospects. Depuis le Covid, ça a quasiment multiplié par deux le volume d'appels qui ont été reçus par les fabricants. Euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le Covid, on ne veut plus attendre une réponse. On ne veut plus attendre de mettre un formulaire de contact et d'être rappelé ou d'attendre d'être rappelé aussi. On veut tout de suite l'immédiateté. Ça, c'est un point très important. Et alors, je vous ai mis quelques autres stats dessus, mais ce que je vous ai entouré en rouge, c'est intéressant. Là, on est dans le domaine de l'artisanat.
en fait, on se rend compte qu'au niveau de l'artisanat, les appels téléphoniques sont plus le lundi matin et le mercredi après-midi. Lundi matin, pourquoi? Bah, parce que en fait, on a eu des problèmes le week-end et donc on appelle tout de suite le lundi matin. Et le mercredi après-midi, bah, a priori, beaucoup de gens ne travaillent pas. Enfin, bon, certaines personnes ne travaillent pas le mercredi après-midi aux enfants, donc on passe des coups de fil à ce moment-là. Et on retrouve aussi le jeudi matin. Voilà. Mais le téléphone est un des points de contact qui est en train de reprendre fortement au niveau du parcours client. Voilà pour parler du parcours client. Ça marche. Et donc, je reboucle sur tout à l'heure. En fait, voilà, on voit le parcours client, il y a à la fois le côté faire venir les gens et les convaincre d'aller sur ce point de contact. Alors, ça peut être site web. Et on verra par la suite comment on les convertit. Mais déjà, sur le côté trafic, voilà, je pense que Christophe était déjà un petit peu assez clair sur. En fait, pour générer du trafic, voilà, comment faut faire, Christophe? Est-ce qu'il faut justement. Ouais, c'est quoi les petits conseils, les tips pour Euh, avoir un trafic qualifié? Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse unique. Et c'est là où je pense que si vous travaillez avec une entreprise de référencement naturel, ils vont vous dire le référencement naturel. Si vous travaillez avec une entreprise de référencement payant, ils vont dire le référencement payant. Je pense que la question, enfin, il faut se la poser, il faut regarder stratégiquement, enfin, avec un œil stratégique, pardon, de se dire, mais par où passe refaire mon parcours client et se dire, mais oui, peut-être qu'ils peuvent passer par le référencement naturel et c'est tout à fait possible, mais comme il y a énormément de concurrents, bah dans ce cas-là, je vais peut-être privilégier le SEA parce que je sais que je serai peut-être un peu plus mis en avant. Mais pour certains de nos clients, par exemple, on se rend compte et on s'est rendu compte pour un réseau de revendeurs que mettre en place des pages Google My Business était aussi performant que le SEO parce qu'en fait, on était sur du local. Et en fait, le local, l'immédiateté, l'appel téléphonique. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le parcours, avant qu'il soit dans le parcours d'achat, c'est par où il va passer Donc la effectivement et question, en quel fait, est l'usage. le truc, c'est de bien comprendre le schéma là qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours, ce que vont chercher les Oui, gens, les horaires, enfin, comprendre leur contexte c'est de ça, recherche, pour comprendre un peu l'avant, s'y adapter et en fonction de ça, mettre les bons outils en place pour les faire venir. complètement. Et surtout étudier un élément, alors je sais plus si on en parle plus tard, mais j'en parle déjà, c'est d'estimer en fait le coût contact, le coût vente. Ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que si vous n'évaluez pas le coût contact ou le coût vente, vous allez, enfin, vous n'allez pas avoir votre GPS du web qui vous allez y aller au doigt mouillé et vous allez dire OK, le vent il va par là, donc je vais par là. Mais si vous avez des indicateurs qui vous disent bah en fait tu dois avoir 2% de taux de transfo sur ton site en termes de coût de transformation de trafic en contact, bah OK, si j'ai 1,5, c'est que je suis en dessous et que 2,5, bah je suis très content. Mais si je vous dis 2,5, vous allez me dire ouais, mais c'est pas beaucoup 2,5. Bah, ça dépend en fait, ça dépend de votre secteur d'activité. Mhm. En tout cas, j'avais fait des petites recherches justement. J'ai trouvé une étude assez récente du groupe Forrester qui dit que 93% des expériences en ligne commencent sur un moteur de recherche. Donc voilà, on voit l'intérêt d'être bien, alors bien positionné évidemment, mais aussi de la bonne façon. C'est pas juste d'être bien positionné dans le top premier de Google, mais c'est de faire intelligemment, un peu comme ce que tu viens de dire. Complètement. Mais là, j'avais un petit peu anticipé, mais ça, ce sont des outils nous qu'on utilise en présence management. On appelle ça le présence management. Donc, ça vous permet en fait de piloter plusieurs pages Google My Business, par exemple, et avec plusieurs autres éléments qu'on va pouvoir, les réseaux sociaux également, qui vont pouvoir être travaillés. Et là, on peut très bien, et ce sont des vrais chiffres que vous avez ici. On peut se dire que nos pages Google My Business, elles ont été vues 73 000 fois. Enfin, elles sont apparues en impression 73 000 fois. Combien j'ai eu d'actions réelles alors là, l'action et le store click, c'est la même chose quasiment en termes de chiffres, c'est normal puisque là, on n'est pas sur un site e-commerce. Mais en fait, c'est de se dire combien sur les 72 000 vues et les personnes qui ont fait une action, c'est-à-dire un appel téléphonique, sont allés voir le site internet, on demandait un trajet également pour aller jusqu'au magasin.
sur ces 15 000, combien j'en ai effectivement que je vais transformer en trafic sur mon site internet spécifique. Là, on est vraiment sur un site internet parce que c'est pas du store, c'est pas un trafic en magasin, là, pour le coup, c'est vraiment un trafic sur site internet. Et ben, en fait, je mets des chiffres en dessous. Le 2%, c'est OK. Sur les 15 000 qui vont cliquer et qui vont arriver sur mon site internet ou sur une de mes pages, 2% vont se transformer en directement sur mon, je vais y arriver, pardon, vont arriver directement sur À un l'achat, quoi. formulaire de contact, un formulaire de Un formulaire contact. de Nous, là, contact. on est sur un formulaire de contact. Et sur ce formulaire de contact, je sais que potentiellement sur les 15 000, je vais en faire 300, peut-être des formulaires. Sur ces 300 formulaires, combien je vais transformer en clients? OK, les taux de transfo, ben, on les connaît, hein, les entreprises ont normalement les taux de transformation en vente. Donc, ça va être 39%. OK, s'ils ont été bons ce mois-ci, s'ils n'ont pas été bons, ben voilà. Et donc, si je mets le panier moyen qui est aux alentours de 7 000 euros, eh ben, ça veut dire que j'ai fait aux alentours de 116 ventes à 7 000 euros. Donc, j'ai généré sur la période, là, on était sur une période de 4 ou 5 mois, on a généré 800 000 euros chez ce client-là. À mettre forcément en lien avec ce qu'il génère habituellement, soit en magasin ou ailleurs, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des chiffres. Et ces éléments-là, on revient sur la notion d'objectif de départ. Si on se donne ces objectifs de départ, eh ben, on peut très bien dire, est-ce que ce qu'on fait sur le web, parce que 815, ça veut 815 000, on peut, pour certaines entreprises comme moi, c'est très bien, 815 000 euros de chiffre d'affaires. Mais pour eux, c'est peut-être pas intéressant. Sur 4 mois, c'est pas intéressant. La question, c'est, est-ce que c'est intéressant ou pas et est-ce que ça colle avec nos objectifs? Donc, on revient au À début, la question de la départ. partie objectif. Voilà. Et donc, voilà, pour boucler aussi avec la. C'est bien joli d'avoir un site qui attire beaucoup de trafic, qui fait venir du monde, mais une fois que les gens sont sur le site, bah, il faut les convertir. Donc, c'est le taux de transformation, là, les 2% là, qui est une moyenne dans les e-commerce. Je crois qu'il y a une étude justement sur les sites e-commerce américains. Je crois que la moyenne, c'est 2% de taux de transformation, ce Ouais. qui est déjà pas mal. Ça dépend évidemment des secteurs, des types de publics à qui on s'adresse, etc. Donc voilà, c'est très relatif à l'activité de chacun. Mais en tout cas, la question, c'est comment est-ce qu'on fait passer d'un visiteur à un acheteur ou un inscrit, ou peu importe voilà, ce qu'on fait. Comment après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté, voilà, je donne des mauvais avis, mais il y a aussi le côté, si j'apprécie l'expérience vécue avec la marque, si je passe un bon moment, je vais la recommander. Alors que ce soit tout de suite ou. Alors, donner un avis Google, c'est très engageant, donc pas forcément tout ça. Mais si quelqu'un va me demander mon avis, si j'ai vécu une bonne expérience avec une marque, évidemment, je vais en parler, je vais la donner comme référence. Ça peut paraître logique, mais voilà, il faut y penser. Alors, je vous ai mis 3 exemples de sites sur lesquels on est en train de travailler, ou on a pu travailler pour justement améliorer le taux de conversion. C'était notre mission chez Impact Positif. Et à chaque fois, c'est des cas assez différents. Donc, le premier tout à gauche, on est en train de travailler dessus. C'est un client qui fait de l'équipement de salle de bain. Donc, ça peut intéresser ton média sur la, Complètement. la rénovation, l'ameublement lors de rénovation d'aménagement d'intérieur. Donc, spécialisé dans les salles de bain. Et ils ont un e-commerce qui fonctionne plutôt bien en Allemagne parce qu'ils ont aussi des showrooms, que la marque est connue. Et puis là, ils s'installent en France et puis c'est un peu plus compliqué. Le taux de conversion n'est vraiment pas suffisant, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de trafic parce qu'ils ont fait un gros travail de SEO, de SEA aussi, ils sont plutôt bien placés. Mais les gens arrivent dessus et puis ça ne convertit pas. Et donc là, on est en train de faire des tests. Alors, on commence à voir un petit peu des apprentissages sur ce qui se passe et pourquoi ça ne convertit pas. Alors, il y a des problèmes de technique, parce que le site, il n'est pas toujours très bien traduit en français. Voilà, ça peut être c'est une des pistes. On a évidemment, et ça, on a quasiment chaque fois qu'on analyse un site e-commerce, le problème des frais de port. Le problème des frais de port que les gens ne découvrent qu'à la fin quand ils sont dans le panier. Tout à coup, il y a le calcul du frais de port et là, bim, ils voient que ça fait genre 20% du prix d'achat du produit qui sont achetés. Ça refroidit, c'est un vrai frein et du coup, la plupart des testeurs ou des gens à qui on parle, ben voilà, c'est un no-go et puis ils passent à autre chose, quoi. Et c'est dommage parce que finalement, c'est pas très compliqué de le mettre un peu avant, même à titre indicatif, ou alors de transformer un peu les prix pour que, par exemple, si on prenne plusieurs produits, on puisse
enfin, voilà, au bout d'un certain montant, on a des frais de port offerts, etc. Il y a plein de techniques ou de choses qui permettent enfin, de faire en sorte que les personnes restent malgré les frais de port, même si les frais de port restent les mêmes. Parce qu'on n'a pas toujours le choix d'un fournisseur de livraison qui est attractif. Puis voilà, voilà. Et donc, comment on fait pour comprendre tout ça? On fait des tests avec des gens qui sont concernés par le sujet, donc des gens qui sont en train d'aménager leur intérieur, leur salle de bain, et on va les questionner, on va leur faire tester le site internet, et puis essayer de capter leur réaction, de voir à quel moment est-ce qu'ils froncent les sourcils, d'écouter ce qu'ils nous disent. Et en testant comme ça, en fait, on voit ce qui se passe pendant tout le parcours de visite, et on identifie les problèmes un peu, les freins. Et ça permet de fluidifier le tunnel d'achat, le funnel, pour faire en sorte que ça se passe bien, de façon fluide, et qu'au final, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont passé un parcours d'achat. Et nous, on est content au final quand on a des testeurs qui nous disent en fait, ça s'est juste bien passé, ça m'a l'air normal, et voilà, j'ai pas eu de soucis. Donc, c'est pas forcément besoin de créer quelque chose de fantastique, mais au moins que ça se passe de façon fluide. Et même les gens ne le remarquent pas, c'est bien. J'ai mis un deuxième exemple au milieu. On a travaillé avec la Migros, pour ceux qui ne connaissent pas en Suisse, c'est un peu Carrefour en Suisse. Et en fait, ils vendent des meubles, ils vendent de l'équipement électronique, etc. Et donc, ils ont un e-commerce par type de produit. Et là, on a commencé avec Mikasa, donc leur vente de meubles. Et là, on voulait créer une expérience de conseil. Parce que les gens, quand ils achètent un canapé en ligne, des fois, ils se posent plein de questions sur est-ce que je peux le laver, est-ce qu'il est facile à monter. Alors du coup, ils préfèrent souvent aller en magasin pour voir. Mais ils ne peuvent pas toujours, donc voilà, c'est un frein à l'achat. Et donc on a essayé de mettre en place un système où ils peuvent découvrir le produit en restant chez eux. Et il y a un conseiller, un vendeur dans le magasin qui se balade avec une tablette sur roulette et qui peut leur montrer le produit, leur expliquer comment ça marche, etc. Et alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a fait ça avant, on a testé le système avant Covid, très compliqué. On a dû mettre en place, vous voyez, des petites bannières comme ça qui expliquaient comment ça allait se passer, qui étaient assez avec plusieurs étapes pour rassurer la personne, pour savoir ce qui allait se passer quand elle allait cliquer dessus. Et pendant Covid, explosion de demandes, puisque les gens étaient coincés chez eux, ils ne pouvaient pas aller en magasin. Et après, en fait, ça s'est très bien développé. On a dû enlever des éléments de réassurance, donc certains écrans d'explication, parce que les gens savaient très bien ce qui allait se passer quand ils allaient cliquer sur la petite personne avec le petit bouton vert. Et donc voilà, là, comment on fait pour essayer d'optimiser justement la conversion dans ce genre de cas? L'idée, c'est de trouver le bon point de contact, de trouver le bon endroit, le bon moment pendant le parcours où on va pouvoir proposer ce service. Alors, on a essayé plusieurs choses. On a essayé le petit en bas à droite, là, parce que les gens connaissent un petit peu avec les chatbots, etc. On avait essayé aussi de le mettre dans la dernière image du visuel du carrousel, de présentation des produits, pour dire, tiens, vous voulez le voir en vrai, cliquez là. Alors, ça marchait pas trop, celui-là. Et puis, on avait aussi essayé dans le panier de mettre un bandeau, tiens, voyez vos produits en vrai avant de les commander. Pareil, c'était un peu mitigé. Puis, les gens avaient plus des réclamations sur comment ça allait se passer avec les livraisons, tout ça, ce qui nous intéressait moins. Donc, finalement, ce qui marche le mieux, c'était celui-là. Mais ça, on a pu le mesurer comment? On a mis des indicateurs avec des cartes de chaleur. Donc, carte de chaleur, ça permet de voir, en fait, là où les gens cliquent le plus et de voir que les gens cliquaient plus souvent sur le petit bouton en bas. Okay. Voilà. Et puis un troisième exemple, on a travaillé avec le Königsbourg pour une autre thématique. Ils ont beaucoup de gens qui viennent au Königsbourg, ils n'ont pas tant de problèmes de billetterie ou autre. Les visiteurs qui visitent le site internet du Königsbourg, ils cherchent des infos pour savoir quand c'est ouvert et tout ça. Bon voilà, le classique. Donc simplifier ça un petit peu, c'était notre objectif, mais aussi, et l'objectif de départ de ce site là, de la nouvelle version du site, c'était de présenter la multitude d'offres qu'ils ont. Parce que les gens, quand ils vont sur le site, en général, ils se disent, je vais visiter le musée, enfin, voilà, visiter le château, puis payer l'entrée classique. Alors qu'en fait, ils ont plein d'offres, des ateliers découvertes, des visites guidées, des audios, je sais pas quoi, etc. Des visites théâtralisées, enfin bon, bref, ils ont 80 ou 120, je sais plus, dans plusieurs langues. Bref, c'est une pléthore d'offres, et donc le site actuel ne présente pas bien ces offres, et donc on a travaillé avec eux sur un nouveau concept pour réussir à présenter mieux la variété des offres qu'ils proposaient, donc avec un système de prochainement au château, un peu de découverte, etc.
Voilà pour dire voilà, 3 exemples de façons de faire où on a essayé vraiment d'améliorer le taux de conversion selon l'objectif défini au départ, qui peut être très variable. Alors, je vous ai mis quand même quelques conseils si vous avez un site pour que ça convertisse bien. Le premier, c'est vous avez un objectif et vos clients, ils ont. Enfin, vous avez un objectif, vos clients, ils ont des besoins, ils ont un enjeu, ils ont envie de faire quelque chose, d'acheter un billet pour visiter le musée ou peu importe. Et ben, il faut que ça matche. Et donc, déjà, il faut être conscient des deux choses, conscient des objectifs de vos objectifs, conscient des enjeux des personnes. Et puis après, trouver une façon de faire en sorte que ça matche entre les deux. Le deuxième truc, c'est d'essayer de le faire le plus simple possible parce que on a vu tellement de cas de sites qui voulaient répondre à tous ce qu'on appelle des cas d'usage, des besoins, des attentes des usagers, des utilisateurs, et puis mettre encore des boutons par-ci, des navigations par-là, une catégorie machin. Faites au plus simple et arrêtez de rajouter des catégories que personne visite. Et là, ça, vous pouvez le voir sur un site qui tourne depuis un moment. Vous pouvez voir, il y a peut-être des pages qui sont jamais visitées. Bah, enlevez-les, ça simplifiera la navigation pour tout le monde. Ça sera beaucoup. Ensuite, troisième point, c'est de vraiment soigner ce qu'on appelle le onboarding. Le onboarding, c'est le moment où le primo-utilisateur, la personne arrive pour la première fois sur le site. La première impression, c'est voilà, tout le monde dit la première impression. Quand on rencontre quelqu'un, ça joue beaucoup. Bah, c'est pareil sur un site internet par rapport à l'image de marque, par rapport à la visite. Voilà. Et donc, le onboarding, c'est la première fois qu'on va arriver sur le site. Et si c'est pas clair, si c'est confus, si c'est pas fluide, ben, les gens ils partent et ils reviendront plus jamais. C'est dommage. Catherine, je me permets, mais en fait, il y a le onboarding, mais il y a aussi, faudrait aussi penser à la deuxième fois où les gens reviennent et la troisième fois où ils vont revenir. S'ils ont toujours les mêmes vidéos, les mêmes trucs, à un moment, c'est vous vrai. imaginez, si vous rencontrez la même personne tous les jours et qui vous dit la même chose, à un moment, vous dites, il radote, quoi. Donc là, je pense que C'est c'est vrai. pareil sur un site web. Ça peut être aussi la première fois, mais aussi les fois suivantes. Voilà. Bref, Bah, c'est bon intéressant. exemple, parce que souvent sur les applications sur le téléphone, tu as tu sais, le onboarding où tu as l'explication de comment marche l'application. Ouais, c'est ça. Et il y en a certains qui le remettent plusieurs fois. C'est relou Mmh, parce que tu l'as déjà vu une fois, c'est bon, j'ai c'est ça. compris C'est ça. l'introduction. Tout à fait. Ensuite, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, c'est de respecter, d'accepter que vos usagers, même si vous faites des personas, même si vous faites, voilà, vous dites on s'adresse à telle cible très spécifique, il y a quand même une pluralité de besoins, il y a une pluralité de façons de fonctionner. Donc ça va peut-être un peu à l'encontre de faire simple, mais pas forcément faire plus compliqué, mais permettre de choisir parmi différentes façons de faire. Il y a des gens, quand ils vont sur un site internet, par exemple pour des produits de coiffure, qui vont préférer se laisser surprendre et découvrir selon les styles, pouvoir avoir des produits cosmétiques, de coiffure ou autres différents. Donc on va leur proposer par thématique cheveux frisés, cheveux dégarnis, etc. Et on va leur proposer des choses par style. Voilà. Ils ont envie de flâner un peu, de découvrir. Et c'est OK, je veux dire, voilà. Ça ne veut pas dire que derrière, il y en a peut-être certains, je sais pas, quelqu'un qui gère un salon de coiffure, lui, il a juste envie d'acheter une catégorie de produits, il a la référence du produit, il veut juste acheter un stock au meilleur prix. Eh ben, pourquoi pas lui proposer une autre façon d'aller sur le site. Avec un moteur de recherche, il peut chercher la référence et tout de suite commander le produit. Donc accepter qu'il y a différentes façons de faire. Pour le site tout à l'heure de mobilier de salle de bain dont je parlais, bah, il y a des gens qui préfèrent aller dans le menu et regarder un peu les différents types de meubles qu'ils peuvent trouver, et d'autres qui vont chercher quelque chose de très spécifique. Donc il faut permettre les deux. Il y a aussi, et ça souvent, c'est ce qui manque en fait à chaque fois dans les sites qu'on analyse, c'est rassurer les gens. Les gens ils se posent des questions pendant qu'ils sont en train de chercher des informations et de découvrir le produit. Quelle taille ça fait, combien ça va coûter, quel va être le tarif de livraison, est-ce que ça va être livré à l'intérieur de mon domicile ou sur le pas de la porte, bon, bref, des questions de ce type-là. Bah, si vous rassurez la personne au bon moment, parce que je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais il faut le faire au bon moment, quand la personne se pose la question, bah, du coup, vous avez tout gagné. Voilà, et puis après, c'est ce que disait Christophe, il faut mesurer, parce qu'on ne peut pas faire de façon parfaite dès le départ, parce qu'on n'a pas forcément les données ou les informations qui nous permettent de faire quelque chose de parfait dès le départ. Et donc le mieux, c'est de mettre en place quelque chose, et puis de mettre des indicateurs en place, de mesurer est-ce que les gens cliquent plutôt en bas à droite, ou plutôt en haut, est-ce qu'ils utilisent pas du tout la partie showroom virtuel des fenêtres parce que ça correspond peut-être pas à une attente, etc. Donc il faut mesurer, voir, on va essayer d'améliorer petit à petit. Essayer de pas tout de suite mettre
tout de façon parfaite, mais plutôt d'améliorer les choses petit à petit. Mais je pense que c'est un des points qu'il faut aussi retenir, c'est que dans le web, maintenant, ceux qui arrivent avec une recette de cuisine toute faite et qui vous disent c'est comme ça qu'il faut faire, moi, je pense que c'est plus possible en fait de dire c'est comme ça qu'il faut faire, il faut tester, il faut avancer Exact. pas à pas, avec des professionnels, des experts qui vont vous donner les éléments et notamment ce que vous faites vous au niveau de l'analyse UX, c'est enfin, on l'a fait, enfin, pourquoi j'en parle aussi facilement? Alors, au-delà des projets que l'on fait avec Impact, on a travaillé pour notre propre site web, pas celui qui est en ligne actuellement, parce qu'il n'est pas encore sorti, notre site. Mais par contre, on l'a travaillé, on a réfléchi et ça nous a obligé à réfléchir beaucoup plus simplement et de repositionner des points de contact à différents endroits. Voilà, juste pour parenthèse. Alors, pourquoi j'ai mis Dragon Ball Z? Parce que on voulait vous dire, l'important ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ce côté objectif défini. Pour un site, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Et puis après, il faut allier le marketing, la stratégie marketing web, le trafic et le côté UX et conversion pour avoir un site qui soit vraiment rentable. C'est pour ça le côté fusion entre les deux. Et d'ailleurs, par rapport à cette fusion, on vous proposait en fait une offre. On propose une offre d'audit flash. Donc, si vous avez un petit site, ou un gros site d'ailleurs, mais que vous voulez vous faire une idée de ce qui ne va pas, des grandes problématiques, que ce soit en termes d'UX ou en termes de stratégie web, alors on vous propose une offre avec les deux analyses croisées, avec un tarif préférentiel. Voilà, si vous passez par Google et Impact Positif en même temps. Ça vous permettra d'avoir tous les éléments, de savoir tous les éléments améliorés pour faire un site qui soit rentable à la fois sur le trafic et sur la conversion. On en a fini pour notre présentation. Déjà, merci beaucoup aux personnes qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le petit outil de questions. Je ne crois pas qu'il y en ait eu. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais ouvrir les micros, comme ça les gens pourront participer si jamais. En fonction. Hop. Donc, j'active les micros et les vidéos si vous voulez participer, donner votre avis, poser une question, n'hésitez pas. Et sinon, je vous ai mis nos contacts. Donc, vous trouvez là, ici en dessous, l'email de Christophe, mon email. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par la suite. Ou si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube et que vous vous dites, tiens, ça serait intéressant, n'hésitez pas à nous contacter. Pas de question. Moi, j'ai peut-être une petite question, mais elle est peut-être un peu hors sujet. Vas-y, allez-y. Du coup, vous avez beaucoup parlé du site, mais du site, j'avais l'impression plus une fois qu'il était lancé. Donc, une fois qu'on arrivait justement à avoir une certaine clientèle dessus, moi, j'ai plus une question, du coup, c'est imaginons qu'on a du coup, eu les avis utilisateurs, on a créé le site en fonction des avis utilisateurs reçus, et c'est plus comment, du coup, amener un certain trafic sur le site pour le faire connaître et donc pouvoir par la suite effectivement ajuster en fonction des retours. Là, vous parlez plus par rapport à la génération de trafic sur le site internet, c'est ça? Oui, parce que là, j'avais plutôt l'impression que c'était le après qui a été traité que le avant, donc c'est pour ça que j'ai ma question, elle est peut-être un petit peu hors sujet. Non, mais bon, après, c'était un des sujets aussi, c'est de dire comment, enfin, finalement, ça fait partie de la visibilité de votre site web. C'est-à-dire que votre site web, il doit être visible et donc c'est l'avant. C'est-à-dire comment on va apporter. Il y a le temps court et le temps long, ou le temps moyen. En fait, pour moi, si vous avez du temps et vous avez surtout un sujet sur lequel vous pouvez travailler, il y a la notion de référencement naturel qui peut être un des sujets qui vous permettra de travailler à 6 mois, parce que avant 6 mois, c'est compliqué d'avoir des retombées en termes de référencement naturel si vous partez de zéro. Mais effectivement, là, de travailler du contenu, vous pouvez utiliser des outils d'aide à la rédaction web spécifiques au SEO qui vous permettront à ce moment-là de peut-être d'améliorer encore vos contenus et d'en produire et d'avoir des résultats. Ça, c'est la partie SEO. Par contre, si vous n'avez pas le temps et vous voulez vous voulez tester quelque chose, c'est-à-dire tester de l'apport de trafic sur votre site web pour voir comment il réagit très vite, votre site web, pour voir si votre produit a un intérêt ou pas,
Malheureusement ou heureusement, il n'y a rien de mieux que le SEA. Donc, c'est de faire du référencement payant. Google en France, parce que vous pouvez faire sur Bing également, mais Google reste de toute façon pour le moment le leader sur le marché. Et pour certains, ça peut être aussi du Facebook Ads, parce que Facebook, même si tout le monde dit qu'il est mort, bah, il y a encore des gens dessus. Ça reste des coûts d'acquisition qui sont assez faibles. Donc, pour tester certains marchés, ça peut être intéressant. Voilà, c'est soit vous passez par du payant, soit par du gratuit, mais le gratuit prendra un peu plus de temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que c'est les 2 points, moi, si vous avez, mais prêt à adapter selon votre sujet. Non, bah, je m'étais déjà renseignée en ligne et en fait, je voulais savoir est-ce qu'il y avait autre chose que cette technique-là, parce que dans mon cas, je ne peux pas me permettre de payer pour accélérer les choses. Bah, je pense que ça nécessite, et pour compléter, ça nécessite de bien comprendre, et ça tous les experts en référencement naturel le diront, il faut bien comprendre ce que cherchent les gens. Ouais. Parce que votre site, voilà, s'il s'adresse à un certain type de public, il ne va pas chercher de la même façon les différents termes, voilà, comment dire, les phrases qu'il va utiliser pour chercher votre produit ou votre service. Il faut bien le savoir, il faut bien le cerner. Et le mieux, c'est en plus de se dire qu'est-ce qui va le différencier de la concurrence. Pour le référencement naturel, il y a vraiment ce travail de recherche, de compréhension de vos cibles pour réussir à trouver la bonne accroche. Et ça passe aussi par, dans le référencement naturel, la façon dont vous allez formuler vos contenus, etc. Donc, ce que disait Christophe, la rédaction est super importante pour les robots, donc les robots de Google qui vont analyser le site et le faire remonter, mais aussi pour les utilisateurs qui vont voir dans les résultats les premières phrases qui vont être affichées. Il y a aussi la fiche d'établissement. Si vous avez une boutique ou un lieu physique, une agence, la fiche d'établissement qui va être super importante. Il y a aussi le type de visuel que vous allez utiliser qui vont être remontés. Donc, enfin bon, bref. Bien comprendre la cible pour savoir quoi faire remonter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, il va bientôt être 14 h. Donc voilà, je vais vous remercier. N'hésitez pas à nous envoyer des questions par la suite ou à nous contacter si besoin. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Également, toujours un plaisir, effectivement. Et j'aime bien aussi forcément, j'aime bien notre approche à tous les deux parce que sinon on serait pas là. Mais ce côté aussi où on revient à des basiques et on oublie souvent que le web, c'est aussi des clients, des utilisateurs derrière. C'est pas forcément une vision que technique des choses. On est sur une vision marketing des choses. On est sur une vision d'expérience d'achat, d'expérience utilisateur. Ça, c'est vraiment un point. Je pense que s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est ça. Merci à tous. Très bonne journée encore. Et puis, on espère vous revoir à nos prochains Café UX. À très vite. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.